Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle d'égalité et de lutte contre les discriminations. Je suis Audrey Royer et aujourd'hui nous sommes le 4 décembre, période des Orange Days qui sensibilisent contre les violences, notamment faites aux femmes. Donc à cette occasion, nous organisons un nouvel enregistrement en direct, un podcast en direct avec public, pour parler de discrimination et de violence numérique, comment rendre le web plus inclusif. Donc c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre durant cette heure. Je dis on en effet car nous sommes plusieurs. Marie-Ange Gué, directrice de la BGE à Bastia, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ravie de vous accueillir. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous présenter la BGE ? Bien sûr. Alors, Marie-Ange Guay, je suis responsable du pôle entrepreneuriat BGE Corse. BGE Corse, c'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises et plus largement aux projets professionnels. Et je suis également au sein de la structure référente handicap. Super, merci beaucoup. À notre table également Camille Bourza, assistante de justice CDAD au tribunal judiciaire de Bastia. Oui, bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Oui, je représente du coup le CDAD de Haute-Corse, le conseil départemental de l'accès au droit. On organise des permanences avocats au sein de toute la Haute-Corse, au sein de nos points justice et de Maison France Service, où des avocats donnent des conseils gratuitement et anonymement à tous les usagers qui en font la demande. Super, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Merci à vous. Et enfin, à la table, Stéphanie Gâteau, et pas des moindres, start-upeuse dans la tech engagée. C'est comme ça que tu te décris sur LinkedIn. Ok. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis effectivement entrepreneuse depuis une vingtaine d'années, engagée parce que je suis très impliquée dans toutes les problématiques liées aux discriminations et à tout ce qui altère l'égalité. La promotion des femmes, de l'entrepreneuriat féminin, de la tech. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon expertise, c'est de la stratégie d'innovation et que je regarde en fait l'impact positif ou négatif de toute innovation pour qu'elle devienne un progrès. Et je travaille dans la tech depuis 30 ans. J'ai créé également une start-up qui s'appelle Handy Road pour rendre le monde accessible à tous et qui a deux axes. Un, l'accessibilité physique et le deuxième axe, l'accessibilité numérique. Et j'ai créé un hashtag qui s'appelle MeTooHandicap pour dénoncer les violences, toutes les formes de violence qui sont faites aux femmes en situation de handicap. Et je trouve que l'émission tombe parfaitement, puisqu'aujourd'hui, entre autres, sort le rapport de l'accessibilité par Content Square, qui pourra nous donner des informations complémentaires. On travaille, en fait, j'ai créé un think tank sur les problématiques de l'IA inclusive, dont on va parler également, qui est source de discrimination et de violence numérique. Eh bien, super, merci beaucoup. Merci beaucoup surtout de t'être rendu disponible aujourd'hui pour cet enregistrement en direct. Donc nous aurons également la participation de Samuel Morales, start-upper également dans la tech inclusive, mais que nous entendrons uniquement avec des audios, parce qu'il est sur Ajaccio. Et ensuite, occasion pour moi également de vous dire que nous sommes dans la 5e semaine régionale du handicap en Corse, par Tous pour Chacun, avec lesquels nous sommes en partenariat et donc nous entendrons des membres de cette association également qui ont fait des petits témoignages et du coup je vous partagerai certains extraits. Donc j'ai cité tout le monde. Nous passons du coup au vif du sujet et j'aimerais du coup que pour commencer, on fasse un petit état des lieux. Donc qu'est-ce que de la discrimination, qu'est-ce que des violences en ligne et c'est quoi le web inclusif, c'est quoi l'inclusion. Voilà, on va parler de tout ça pour commencer. Alors moi, je vais vous faire le tableau. Le tableau que je dresse, malheureusement, tous les ans, en étant sur ce sujet pourtant depuis bientôt 5 ans, et pas à temps plein, mais limite,
en parlant de la tech, du numérique, du web, etc., il y a 2 constats. Un qui a été fait par le Haut Commissaire à l'égalité. Les outils numériques sont les outils les plus discriminants qu'on ait jamais vus et les plus violents. Ils sont source d'inégalités, enfin voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et la deuxième chose, et tout le monde est au courant, hein, mais personne ne fait, mais tout le monde est au courant. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, aucun outil, que ce soit une application, un site internet ou quoi que ce soit, n'est fabriqué en ce qu'on appelle la conception inclusive. Et je pense que c'est important d'en parler en amont pour que les gens comprennent le principe de la conception inclusive. C'est qu'un outil, même un banc dans la rue, un arrêt de bus, etc., ça veut dire que l'outil va être utilisable par tous. Donc, en fait, quand on est dans la tech, on va dans un incubateur, une pépinière ou qu'on va dans un bootcamp, personne ne va vous préciser que pour que votre outil soit utilisable par tous, il faut le construire en conception inclusive. Elle n'est pas encore obligatoire, elle le sera en 2027. Sauf qu'il faudra tout casser et tout recommencer. Donc on a intérêt en fait à le faire maintenant. Donc ça c'est la première chose. Et je voudrais juste expliquer que pour qu'un outil soit inclusif, en fait il y a 3 étapes. Les briques de conception en amont doivent être inclusives, le design doit être inclusif et l'interface doit être inclusif. Donc c'est-à-dire aux personnes en situation de handicap, mais potentiellement ça peut être également aux personnes âgées ? Les personnes âgées, en fait, Microsoft, avec lequel je travaille justement sur ces sujets-là, ils ont identifié 240 types d'altérations à l'usage. Ça peut être les couleurs, ça peut être le son, ça peut être la motricité. Et effectivement, dans leur persona, sur les altérations, ça veut dire qu'il y a 240 personas avec des fonctionnements et des usages différents. Donc ça veut dire que, en fait, si on ne fait pas cet exercice dès le début en se disant à qui va s'adresser mon outil, en sachant que ça peut être un client ou un fournisseur, donc on peut se couper d'une partie de sa clientèle ou de relations ou de partenariats, en fait, c'est vraiment une question d'éducation puisque même dans la tech, à Vivatech ou n'importe où, personne, on en parle de plus en plus, mais personne ne va vous dire attention, soyez vigilants parce que 100% des solutions qui sortent de la tech au quotidien sont discriminantes. Donc il n'y a même pas cette prise de conscience. C'est pour ça que c'est important et que voilà, la thématique est vraiment précieuse. C'est un enjeu économique mais surtout sociétal. Et au niveau législatif, il y a de plus en plus de lois qui ont été créées justement pour inclure au maximum ces personnes en situation de handicap. Tout à fait. Mais nous, on a fait une cartographie au niveau France, Europe, international. Déjà, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de sanctions derrière, il n'y a pas de pénalité. Donc, il y a des amendes qui ont été créées pour certains sites. Oui. Personne ne les reçoit. Ou, voilà. Et c'est une vraie problématique parce que c'est là où on voit que le sens des valeurs, de l'engagement réel, par exemple des gros groupes dans la tech, existent ou n'existent pas. Je vais prendre juste un exemple. Doctolib, licorne française, qui vaut des milliards. Ils ont des moyens financiers, ils ont des développeurs, ils ont tout ce qu'on veut. Quand, par exemple, on a atteint une surdité ou qu'on est malentendant, le principe de Doctolib, en dehors de faire des rendez-vous, c'est de pouvoir en live faire des rendez-vous grâce, par exemple, pendant le Covid. Moi, je sais lire sur les lèvres. Il y a des gens qui ne savent pas lire sur les lèvres. Il n'y a pas de sous-titrage. À quel moment on est dans la santé et on se dit, pas à tout le monde. Tous les sourds peuvent pas faire de visioconférence, ils sont obligés de se déplacer, c'est pas grave, je m'en fiche. Et depuis 5 ans, même dans les plus grandes conférences, entre guillemets, en termes d'auditoire, je les cite et j'espère qu'ils vont m'épingler et dire stop, on en a assez qu'elle nous dénonce, etc. Il ne se passe rien. Donc c'est pour ça que je parle de volonté réelle et sérieuse, de dire ça fait partie de notre ADN, c'est une valeur évidente, surtout quand on parle de la tech comme un accélérateur de la diversité. C'est là où la tech ne joue absolument pas son rôle, puisque je vous disais, même il y a une co-responsabilité, même les incubateurs et les pépinières ne vont pas vous dire regardez les podcasts. À quel moment on peut écouter un podcast quand on est sourd? Voilà. Les vidéos YouTube, si on ne les sous-titre pas, alors qu'on voit bien que c'est au bénéfice de tout le monde. Les SMS ont été inventés, on est toujours dans la tech, les SMS ont été inventés pour moi, c'est-à-dire pour que je puisse communiquer, mais pas au téléphone. Ils servent à tout le monde à l'heure actuelle. Je vais prendre l'exemple des...
Pour les personnes, en fait, pour moi, il y a deux choses aussi. Vu qu'on parle d'état des lieux, pour moi, il y a les personnes qui ont un handicap, qui ne peuvent pas comprendre l'outil numérique. Et pour moi, il y a les personnes qui ne peuvent même pas utiliser l'outil numérique, tout simplement parce qu'elles ont un handicap physique. C'est-à-dire que, par exemple, on va écouter ensuite le témoignage de Mimi. Mimi a une trop petite main et donc, en fait, n'arrive pas à utiliser le souris. C'est ça. C'est pour ça qu'on a pour moi, il y a deux types en fait, c'est une altération à l'usage, parce qu'on parle toujours d'usage, en fait, surtout dans la tech, de test and learn. Alors, à quel moment, effectivement, ils n'ont pas vu que dans les régions, il y avait des personnes qui ne pourraient pas faire de visio à cause du sous-titrage. Comment vous le dénoncez, je vais prendre un autre exemple, parce que moi, j'essaie toujours d'avoir un discours positif là-dessus. La Handitech, c'est hyper précieux. On sait que les personnes en situation de handicap, et c'est pas parce que j'en fais partie, sont des gens qui sont agiles, innovants, ils sortent au quotidien de leur zone de confort. La manette des jeux vidéo, elle vient de mon joystick pour mon fauteuil électrique, par exemple. Donc on voit que ça permet un progrès pour tous. Les vidéos de TikTok sous-titrées, même quand vous êtes dans le métro, ou je vais exagérer, vous êtes en réunion, vous n'avez pas envie d'écouter, vous pouvez quand même lire ce qui se passe sur la vidéo. Donc on voit qu'à partir du moment où on pose la base il y a un usage universel, il y a un bénéfice pour tous, y compris pour ceux au début, pour lesquels c'était peut-être parfait. Donc l'égalité d'usage, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, il faut vraiment la mettre en premier prérequis. Et tu as raison de préciser, quand je disais 240 altérations à l'usage, ça peut être auditif, ça peut être moteur, parce que moi, effectivement, quand j'ai mes bras qui sont paralysés, c'est hyper compliqué. Donc la Handitech, c'est intéressant parce qu'on voit bien aussi qu'on crée des outils. Alors ça peut être pour se laver les dents, ça peut être pour utiliser son appli, ça pourrait être l'exosquelette, etc. L'exosquelette, si par exemple on a une rééducation à faire parce qu'on a un accident ponctuel de la vie, ça ne va pas être forcément pour du handicap définitif. Donc voilà, mais il n'y a que en étant en continu dans l'amélioration et dans le test qu'on peut avoir conscience, mais il faut avoir la volonté. Qu'est-ce que nous dit la loi, du coup Alors, la loi, il existe une loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances qui impose dans son article 47 l'accessibilité des services de communication publique en ligne pour les services d'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Je sais qu'il y a des formulaires qui existent pour dénoncer certaines difficultés, que ce soit pour les impôts, pour toutes les démarches quotidiennes. Et pour les sites privés, il me semble qu'il y a également des sanctions pécuniaires qui sont mises en œuvre pour les sites qui ne respectent pas ces démarches. Mais je pense que c'est en train d'évoluer. C'est écrit et est-ce qu'il y a des statistiques sur est-ce que ces amendes sont bien envoyées ? Je pense que non. Non, je pense qu'il y a très peu déjà de gens qui dénoncent ce genre de difficultés, comme vous dites. Mais c'est-à-dire qu'on le fait au début, une fois, deux fois, après on se lasse parce qu'on est fatigué et qu'on a déjà plein de problèmes à résoudre au quotidien. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que la France, à plusieurs reprises, s'est fait épingler pour violation des droits humains, parce qu'elle ne fait pas respecter justement ces lois. Oui. Et qu'en plus, elle a l'impression, parmi tous les pays européens, d'être la seule à pouvoir faire ce qu'elle veut. La notion, par exemple, de conception universelle, c'est quand même Emmanuel Macron qui a réussi à la faire reculer 3 fois, l'échéance, pour qu'elle ne soit pas déployée maintenant. À quel moment on se dit c'est pas une urgence ? Je vais prendre que des pourcentages chez les femmes. 56% des femmes sont en situation de handicap. À quel moment on se dit, la moitié de la population, c'est des femmes, en plus, un quart d'elles, la moitié de ces femmes, c'est pas grave si elles ne peuvent pas avoir les mêmes droits que les autres. Et malgré le fait d'être épinglées même dans les journaux, etc., il n'y a aucune réaction, ne serait-ce que de la part du ministère du Numérique. Comment on pourrait procéder, du coup, pour changer ça ? Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas, entre guillemets, le pouvoir, qu'il n'y a pas de sanctions et que les lois ne sont pas appliquées, nous, on peut que
Et c'est ça qui est dramatique, sensibiliser, alerter, sauf qu'on passe pour les gaspillés de service. La tech, vous y allez, moi je leur dis droit dans les yeux parce que je suis à mon compte et je fais ce que je veux, et qu'on m'invite pour dire ce que je pense, donc ça tombe plutôt bien. Mais vous voyez, la French Tech, il y a 4 ans, j'ai fait le tour de toutes les associations French Tech, puisque c'est au niveau régional, avec une conférence qui s'appelait « La diversité doit devenir la norme ». Alors déjà, à quel moment je suis censée dire ça, parce que la diversité, c'est la norme. N'empêche que, voilà, on m'a demandé d'être un peu plus fluide, un peu plus délicate, et ils m'ont dit, oh là là, c'est sur notre feuille de route, le handicap, cette année, c'était il y a 4 ans, mais on ne sait pas faire, tu peux nous aider. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis revenue au bout d'un an, rien n'avait été fait. À chaque fois, on voit que le handicap, c'est vraiment le parent pauvre. Je vais remettre les pieds dans le plat aussi, il ne faut pas oublier que ça fait partie des seuls ministères qui ont disparu comme par enchantement, et sur laquelle il a fallu qu'on hurle tous, mais aussi de souffrance, en disant stop, arrêtez de nous faire disparaître comme ça. Tu parlais de constat. Il y a un dernier constat, en tout cas un rapport qui est sorti, qui explique que certaines communautés, pas forcément minorités, communautés, sont en train de disparaître de la planète du numérique. C'est-à-dire que comme on n'informe pas sur eux, qu'ils ne sont pas représentés dans les gens qui construisent les solutions, ou les nourrissent, ou les entraînent, qu'elles-mêmes ont des biais, etc., et bien en fait, au bout du compte, on ne les voit plus sur les données numériques. Donc l'année dernière, en tout cas, on avait alerté en disant, d'ici 2 ans, numériquement parlant, les personnes en situation de handicap n'existeront plus. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu veux créer un site à partir d'une IA, par exemple, comme l'IA n'a pas été nourrie correctement et qu'on n'existe plus, en termes d'usage, la solution sera discriminante. Ben, merci beaucoup pour tout cet état des lieux. Moi, je vous propose qu'on écoute un premier témoignage de Mimi, dont je vous ai parlé. Tu as un téléphone, toi ? Oui. Est-ce que tu sais bien t'en servir ? Alors, je sais bien m'en servir sur Facebook, YouTube. Par contre, j'ai un peu plus de mal sur Snapchat et Instagram. Tu as un ordinateur ? Oui, j'ai un ordinateur fixe et portable. Ok. Est-ce que tu sais t'en servir aussi ? Oui. Okay. Est-ce que c'est pratique, même pour toi ? C'est pratique dans le sens que... Bon, après, ça dépend pour pratiquer. Des fois, la souris n'est pas adaptée pour les petites mains. Donc, on est obligé des fois d'en acheter une peu petite, mais qui des fois n'est pas adaptée. Mais sinon, après, c'est plus des difficultés pour faire les papiers sur Internet. Parce qu'avant, on recevait tout par la poste, par courrier. Et maintenant, tout se fait en ligne. Les impôts, les déclarations de la CAF, déclarations d'électricité. Donc, ça se fait tout par Internet maintenant. Et ça, du coup, tu dis que tu as plus de mal ? Pour les papiers importants, j'ai beaucoup plus de mal. Parce que des fois, le papier, il est important, mais je ne comprends pas la phrase. Donc, je suis obligée de demander à quelqu'un ce que ça signifie. Et quand on me l'explique, là, je dis, oui. C'est bon, j'ai compris. C'est juste une question de formulation ou est-ce que les sites, ils sont pas trop compréhensibles ? C'est plus la compréhension de la phrase. Ok. Donc, il n'y a pas une version adaptée, en fait, pour que tu puisses, toi, seul... Plus facilement. Je trouve que ce n'est pas trop adapté pour les personnes en situation de handicap physique. Bon. Elle dit quand même pas mal de choses. Elle parle de handicap physique, mais bon, elle parle aussi elle arrive à utiliser les outils, mais comprendre ce qui s'y dit. Elle a des fois pas mal de mal, et elle a aussi du mal à utiliser certains outils, comme les souris. Quand elles sont trop grandes, elle a une toute petite main et elle n'arrive pas à utiliser les souris. J'en profite, on parlera de solutions par la suite, comme la reconnaissance vocale, par exemple, pour utiliser un outil numérique. Je voudrais quand même parler de Cap Emploi et de la Chefip. Justement, en plus, on a une personne qui
qui bosse avec qui la GFIP. travaille avec C'est ça, hein. Cap Emploi et la GFIP. Donc nous, c'est vrai, BGE Corse, on porte une action depuis 2008 qui est l'accompagnement des publics en situation de handicap vers la création d'entreprises. Donc c'est dans l'ADN de BGE Corse, c'est le premier métier de BGE Corse. Nous-mêmes, nous faisons partie d'un réseau national qui est le premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on travaille avec ce public-là depuis de nombreuses années, mais au-delà de ça, il y avait une vraie volonté de s'inscrire dans quelque chose de plus durable et de plus large. On a donc participé à la démarche progrès de la ressource handicap formation de Corse pour se positionner en tant qu'organisme de formation, parce que depuis quelques années maintenant, nous sommes organisme de formation, et proposer, améliorer, travailler sur des axes de progrès, effectivement, sur l'accueil, l'accompagnement et la dispense de formation des publics en situation de handicap. Et on a commencé cette démarche-là, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça doit faire un peu plus d'un an, avec un référent, des rendez-vous réguliers sur lesquels des points d'étape sont faits. Effectivement, le chemin est long, puisque chaque étape nous apprend que... Alors, d'une part, que l'on s'améliore dans nos conditions d'accueil et d'accompagnement de ces publics-là, mais aussi qu'on a encore une fois, du chemin à faire, des actions à mettre en place, des personnels, des salariés à sensibiliser. Oui, à former peut-être. À former également, on est en plein dedans. Pas plus tard que ce matin, on était encore sur une proposition de nouvelle formation proposée par la GFIP, le module APRO de la GFIP. Et effectivement, ces points d'étape-là nous font dire une nouvelle fois qu'on progresse, mais quelque part, j'ose dire, on n'arrivera jamais au bout. Alors, oui et non. C'est quoi un peu les retours qu'il y a sur ces formations-là ? Alors, des salariés, on a toujours cette culture c'est dans notre ADN presque, hein, on rentre dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on travaille avec des publics vulnérables, bénéficiaires de minima sociaux, personnes issues des quartiers prioritaires, femmes, seniors, si le mot me plaît moins. Donc on est sensibilisé aussi au public les plus éloignés de l'emploi et les plus en difficulté. Les salariés l'accueillent, si on doit parler des salariés en eux-mêmes, pas plus tard que ce matin, donc sur une réunion d'équipe, hein, on a amorcé ce nouveau projet qui était alors même s'ils ont bénéficié d'une courte formation, l'idée c'était encore d'aller plus loin. Pour notre propre culture, je dirais presque, hein, aller au-delà des demandes et des obligations contractuelles qui nous lient avec nos financeurs. C'était l'objectif poursuivi. Et effectivement, des premiers retours, c'est assez bien accueilli. Alors, peut-être parce que c'est une équipe féminine. J'y pense en même temps que je vous en parle, mais il y a peut-être cette sensibilité. C'est une hypothèse que je pose et je n'ai pas d'éléments de réponse. Il y a aussi une forme de curiosité aussi sur les apprentissages dispensés au cours, pendant l'annonce. Et effectivement, en aucun cas, c'est reçu ni comme une sanction, ni comme une obligation purement contractuelle, encore une fois, qui nous lie à nos marchés, mais quelque chose de plutôt bien reçu, avec des équipes qui sont vers aller vers l'autre, tout simplement. Je voudrais témoigner parce que moi j'ai été accompagnée, et je vais l'être encore certainement, mais à plusieurs reprises par rapport à l'évolution de la maladie. Et donc le dernier accompagnement que j'ai eu, c'était effectivement sur les problématiques motrices et de surdité. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. Et moi, je les admire beaucoup parce que c'est quand on n'est pas concerné. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a cumul des handicaps. Tout le monde n'y pense pas forcément, mais on n'est pas obligé d'avoir qu'un handicap. On peut avoir le luxe d'en avoir plusieurs. Toi, c'est ton cas ? Ouais. Ah oui, moi, j'ai un TDAH, je suis autiste, même si je ne considère pas que ce soit un handicap, mais ça l'est pour les gens qui sont en face de moi parfois, qui ont du mal à me comprendre, et réciproquement d'ailleurs. Mais j'ai des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, j'ai plein de petites choses qui dysfonctionnent. Et tu parlais de l'aspect physique.
Je peux avoir un bras paralysé, mais je peux en avoir deux. Je peux avoir des tremblements et que l'outil me tienne pas entre les mains, que ce soit compliqué. Alors, je parlerai même pas là du coup de l'accessibilité physique parce qu'on parle des outils numériques, mais quand je suis arrivée, par exemple, à mon dernier poste, mon fauteuil ne passait pas cogné dans le bureau, donc je pouvais même pas atteindre mon l'ordinateur. bureau. Il fallait soulever le bureau, les pauvres. Enfin voilà, il y avait l'ordinateur, il y avait la partie son. Et justement, ce que je voulais expliquer, c'est que les référents handicap ont beaucoup de mérite parce que c'est très compliqué quand on n'est pas une maladie et qu'on veut être délicat par rapport aux salariés qui n'a pas forcément envie non plus de tout vous dire, d'avancer main dans la main avec lui. Et la GFIP et Cap Emploi font un travail formidable. Mais ce que les employeurs ne comprennent pas, c'est pas seulement l'accessibilité physique, par exemple, parce que je suis en fauteuil. Par exemple, la dernière expérience, mon employeur ne comprenait pas que les outils numériques utilisés, une fois que j'étais bien installée et que tout allait bien, je n'arrivais pas à les comprendre ou à les utiliser. Entre autres, on avait un moyen de visioconférence qui n'avait pas de sous-titrage. Quand j'avais qu'une personne, ça allait. Quand il y en avait 40, je ne pouvais pas lire sur les 40 lèvres. Donc, il fallait que l'outil numérique soit inclusif. Et là, il a dit, non, mais stop, ras-le-bol, on ne s'en sortira jamais. Et en plus, il vous faut des outils numériques inclusifs. Donc, on voit bien que c'est compliqué parce que c'est du changement. C'est comme du management, c'est comme de la stratégie. Voilà, la culture du changement et de l'évolution, elle est toujours compliquée. Surtout quand c'est invisible et qu'on ne comprend pas, même si c'est des douleurs chroniques, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que retenir que voilà, il peut y avoir cumul et à la rigueur, on est tous faits avec une notice différente. Donc, voilà, ça peut être la vue et l'ouïe, ça peut être plein de choses. Donc, pensez comme ça à ça. Et effectivement, pour les employeurs, en dehors du fait de pouvoir honorer son poste, à un moment donné, il faut effectivement pouvoir comprendre et utiliser les outils. Je vous propose d'écouter un deuxième témoignage. Donc, c'est la personne qui accompagne justement des membres de son association en situation de handicap et qui nous parle de comment est-ce qu'ils font au sein même de l'association pour s'entraider. Donc, c'est assez sympa à écouter. Oui, du coup, je m'appelle Leïla et je suis musicothérapeute clinicienne et bénévole à l'association Tous pour Chacun. Alors, c'est une asso qui a 3 missions, en fait, la sensibilisation au handicap, l'inclusion des personnes en situation de handicap et la prévention. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 85% des handicaps qui surviennent au cours de la vie. On a 2 particularités à l'asso, c'est qu'on est composé que de bénévoles et notre conseil d'administration, il est composé que de personnes en situation de handicap. C'est elle qui vote tous les projets, même la présidente, elle a pas son mot à dire en quelque sorte. La semaine régionale du handicap, du coup, c'est une semaine qui est festive et solidaire. C'est une semaine où on invite toutes les structures, les associations, les établissements, les entreprises à parler du handicap, à avoir des initiatives autour de la sensibilisation, mais pas que. En fait, c'est autour du handicap, mais surtout de la différence, quoi. Voilà, l'idée, c'est de récolter des fonds, de les garder sur le territoire corse pour ensuite le redistribuer dans du matériel adapté qu'on pourrait dispatcher partout en Corse. Sur toutes les... C'est vrai qu'il y a un petit... On a comment dire ? Des fois, effectivement, on peut les voir victimes de discrimination ou, je sais pas, voir des insultes ou des fois, ne serait-ce qu'un commentaire ou un message qui a mal été perçu, qui peut être vécu comme une insulte. Ça, nous, on peut les accompagner autour de groupes de parole. On en fait régulièrement à l'association. Sur tout ce qui est difficulté en fait à manier le web pour les démarches ou pour les réseaux. Nous, ce qu'on fait à Tous pour Chacun, c'est qu'on se dit qu'on a tous des difficultés et des points forts. Soit on arrive à faire en sorte qu'ils se débrouillent entre eux, parce qu'il y en a toujours un qui sait gérer mieux que l'autre et ils se débrouillent entre eux. Soit nous, on les accompagne comme on peut, mais de bénévole à bénévole, j'ai envie de dire. Ou alors, si vraiment on a des soucis un peu plus gros, on peut les envoyer vers des personnes plus compétentes. Là, on cherche un peu dans notre répertoire et on verra, quoi. Je suis pas sûre. Je dirais que les outils sont pas forcément adaptés, mais pas que pour les personnes en situation de handicap. Moi, je pense beaucoup aux personnes âgées, par exemple, ou on en parlait la dernière fois, des personnes qui ne savent pas lire ou écrire. Je pense que le web, effectivement, c'est assez compliqué, complexe, et qu'on aurait du travail à faire là-dessus, en fait, pour que ça soit un peu plus accessible à tous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage ? C'est super intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs formes de handicap.
En fait, et comme vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on peut tous être un jour ou l'autre dans une situation de handicap, en vieillissant, en se déconnectant, en étant en zone blanche, comme on peut être, cassant une jambe. En se cassant une jambe. Voilà, je pense aux personnes aussi qui sont illettrées, qui ont des difficultés, par exemple, pour avoir une boîte mail. Il y a également les personnes qui sont en difficulté financière, qui ont difficilement accès à un ordinateur portable ou à un téléphone portable. Et voilà, je pense que toutes ces situations peuvent être très discriminantes quand on voit que tous les accès aujourd'hui aux services de l'État, avec France Connect, avec tout ça, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Et voilà, peu importe la forme du handicap qu'on peut relever, en fait, ça devient compliqué pour tout le monde. En fait, moi, pour citer juste un exemple qui m'a choquée, toujours pareil parce qu'on est quand même sur la santé, à l'hôpital de Bastia, quand je suis allée prendre rendez-vous, on m'a dit on vous enverra... Enfin, je ne sais plus ce dont on parlait. Je dis, mais on vous appellera. Je dis, mais non, moi, à chaque fois, je dis aux gens, envoyez-moi des SMS. Elle m'a dit, ah ben non, parce qu'on n'a que des postes fixes, on ne peut pas envoyer de SMS. Et je me dis, on est en 2024. Enfin, moi, parfois, je suis hyper énervée, parce que je me dis, mais à quel moment, enfin, c'est compliqué d'envoyer un SMS ou de prendre un robot. En plus, c'est des choses qu'on peut facilement construire. Hein. Il faut un plug à la fin du site, par exemple, quelque chose comme ça. Et encore, moi, je me débrouille à peu près. J'ai un fils, je peux lui faire écouter mes messages. Je dis aux gens, j'ai coupé ma messagerie vocale parce que je dis, je ne peux pas écouter les messages vocaux, donc ne m'en laissez pas. Et on n'arrête pas de me dire, ah, c'est agaçant, on ne peut pas te laisser message. À quel moment c'est compliqué pour toi de comprendre? Et on m'a dit, tu pourrais faire un effort. Et ça, régulièrement, cette phrase, ce que je trouve douloureux, parce que là, on touche à de la violence et effectivement aux conséquences, c'est que déjà, on se sent par définition moins bien que les autres, parce que la société nous apprend quand même à avoir un peu honte de nous et de ce qu'on est. Et en plus, il y a des gens qui appuient sur le bouton à chaque fois encore un peu plus, en disant, ma pauvre fille, t'es pas autonome, tu sais pas. Je vais prendre l'exemple des auxiliaires de vie. J'ai une auxiliaire de vie qui vient avec moi pour faire des démarches. Parce que quand c'est un peu compliqué, je me dis, il vaut mieux qu'on soit deux, si j'ai mal compris. Et parce qu'il y a des gens derrière le plexiglas qui s'énervent de répéter. Donc, comme je n'aime pas les énerver, je vais venir accompagner. Et là, l'auxiliaire de vie me met le bras devant moi et elle dit à la personne, non, mais laissez, parlez-moi, pas elle est sourde. Je dis, c'est hyper violent aussi, ça. Donc, il y a de la violence qui se cumule à la violence. Il y a de la formation à faire. Et justement, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce que... Même les gens qui sont censés intervenir pour vous et pour vous aider peuvent être violents. De toute façon, on en parlera, mais si malheureusement la violence et les personnes en situation de handicap sont les plus touchées par la violence, entre autres, c'est par la multiplicité des acteurs qui ont accès à leur intimité, même si elle est administrative, et qui sont censés être là pour les accompagner, les aider. Et malheureusement, on confond la maltraitance et la violence, parce qu'on ne veut pas en parler. On dit non, mais ok, il te fait tes courses quand même, n'exagère pas. Il n'est pas si violent que ça, il est quand même gentil, heureusement que tu l'as. Et puis, tu as mis 10 ans pour faire le dossier, donc maintenant, ne te plains pas, grosso modo. Enfin, moi, le premier job où j'ai demandé de l'adaptation, on m'a dit, alors déjà, le soupir. Ok. L'inclusion, c'est pas forcément une option, hein, c'est pas de la charité, c'est juste un droit. Et effectivement, comprendre que c'est pas parce que le poste est adapté que les outils sont adaptés, c'est une deuxième chose. Ce que j'expliquais, c'est la différence entre accessibilité et inclusion. Accessibilité numérique, c'est avoir l'outil, c'est etc. L'inclusion numérique, c'est est-ce que je suis en capacité de l'utiliser. Et j'expliquais pour la MDPH, puisque ça concerne le handicap, donc toutes les personnes concernées comprendront, qu'ils soient sous forme papier ou sous forme numérique, ce document est juste insupportable. Il fait 25 pages, on ne comprend rien du tout. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien l'innovation et la tech, parce que d'être dans le test and learn, vous voyez, avant, quand j'étais très jeune, j'habitais Paris et il y avait des camions et en échange de 10 francs, 20 francs, vous pouviez tester un produit, le goûter, puis vous mettiez vos annotations, la personne faisait une enquête. Là, à l'heure actuelle, on lance à foison dans la tech des outils au quotidien. Sans les tester. On a imaginé à Persona, on a fait 1 ou 2 tests, 1 ou 2 petites équipes et tout.
à quel moment, en plus, le service public se dit pas, ok, je mets en ligne le dossier MDPH ou n'importe quel autre dossier. Est-ce que la personne va être en capacité de l'utiliser? Est-ce qu'il lui faut un accompagnant? Et en plus, est-ce que l'aidant ou l'accompagnant va être dans la même posture? Parce que c'est pas parce qu'on a compris le handicap qu'en plus, humainement parlant, on est dans une posture effectivement bienveillante vis-à-vis de la personne. Moi, je cite toujours cet exemple. On a un boulanger qui est accessible juridiquement, mais qui est agacé parce que mamie, elle met 1 heure à trouver ses pièces, moi aussi d'ailleurs, et quand j'arrive avec mon fauteuil, je bouscule tout. Et puis, on a un autre, il n'est pas du tout accessible, mais il sort pour aider mamie, il prend son temps, il rigole, il dédramatise la situation. À quel moment, qui a compris la problématique de l'inclusion et du handicap? Donc, il y a beaucoup de gens qui se réfugient. Ouais, c'est du bon sens, mais qui se réfugient en disant « Ah, mais moi, je suis aux normes ». Oui, mais si ta posture, elle n'est pas inclusive, ça nous fait une belle jambe. Et au contraire, ça nous décourage même en plus, parce que effectivement, il y a le côté espérance en disant on progresse d'un côté, mais on voit bien qu'en termes de posture, il y a plein de gens qui ne sont pas prêts. Je vais dire une dernière chose et après je passe la parole, mais parce que à chaque fois, ça m'horripile. Je le vois souvent, trop souvent, dans les postures de dirigeants, même de grosses structures, je ne donnerai pas les noms, même si ça me démange, qui à chaque fois me disent nous, ça y est, c'est bon, on a réussi, on a nos 6%. À quel moment on réduit le handicap à 6% en se disant la priorité, c'est d'avoir un quota. Soyez contents. Déjà, on vous embauche. Et moi, à chaque fois, je me dis, vous en êtes là. Et en plus, je parle des groupes qui sont dans le CAC 40, etc. Et ils le disent sur LinkedIn. On a, comme si c'était youpi, c'est comme le duo Day et la Semaine européenne du handicap. À quel moment, 2 fois dans l'année? Est-ce que nous, on a la journée du valide? Vous voyez, c'est comme les expressions tu ressens pas une handicapée parce qu'on a un handicap invisible. À quel moment je vais dire invalide? Tu ressens pas invalide, tu ressembles à un handicapé. Ça ne m'aiderait pas à l'idée de lui dire une chose pareille. Nous aussi, on peut tous se permettre. Non, mais tu vois, la violence au quotidien, elle est là aussi. D'échanger comme ça. Et moi, franchement, je pense que je vais le faire quand je tombe sur des ahuries. Je vais dire dis donc, j'aurais jamais cru que tu étais valide. À un moment donné, voilà. Et malheureusement, je dis ça parce que comme mon métier d'origine, c'est la stratégie, je pars toujours du principe que c'est aux têtes de liste de montrer l'exemple et d'incarner l'exemple et d'inspirer les autres. Et si on voit que ces boîtes-là, on sont encore là, je ne parle même pas de la parité, effectivement, en bas, on ne peut pas attendre que les gens soient parfaits, etc. Oui. Et encore, oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humilité la plupart du temps dans les petites structures et beaucoup plus d'agilité que ces grosses structures. D'humanité. Mais voilà, donc il y a des lois, mais il n'empêche que c'est juste une catastrophe, quoi. Ouais, mais c'est terrible déjà d'avoir été obligé de créer ces lois pour l'imposer. Mais alors, on va parler des violences, on en reparlera peut-être après. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai essayé de faire un projet de loi pour les aidants du quotidien, les auxiliaires de vie, etc. Puisqu'avec mon petit garçon, pendant le Covid, on a été victime de violences et séquestré par un aidant, ce qui était censé être un aidant, entre guillemets. Quand on voit, c'est pareil, qu'il n'y a pas de pénalité, qu'il fait 48 heures de garde à vue et qu'au final, la sanction, c'est 2 heures de sensibilisation à la violence et que nous, on n'a même pas le statut de victime. Voilà. Tant qu'il y aura à la fois cette omerta, c'est-à-dire ne pas libérer la parole sur ces violences, qui est comme le premier truc à faire aussi. Puis la formation des tu aidants. vois, le médecin qui m'a accueilli quand j'ai été victime de violence, médecin référent dans les problèmes de violence, il est arrivé, j'étais assise, il a voulu me toucher, mais gentiment, mais à quel moment? Et j'ai fait un bond, il m'a dit, votre réaction n'est pas normale. Je dis, c'est une blague ou quoi? Je viens d'être victime de violence, vous êtes un homme, vous m'approchez. Oui, je fais un bond de 50 mètres. En fait, il y a plein de réactions qui sont inappropriées. Exactement. On se rend compte qu'en fait, c'est dans la formation des soignants. Ça devrait être même du bon sens. Mais en fait, sous des espèces d'initiatives bienveillantes et de... Oui, mais on fait plein de gaffes alors qu'en fait, réfléchis 3 secondes. Des gaffes et aussi parce que autour de la vulnérabilité, on sait que ça attire les gens malsains et la perversité. Ils savent très bien qu'en ayant accès au corps, ça peut être le côté médical, ça peut être... c'est une tentative extraordinaire. Et en plus, parce qu'il y a un double cadenas
sur le fait de pouvoir libérer sa parole. Moi, je dis toujours, je dénonce mon médecin, je dénonce mon kiné, demain, plus personne ne veut me soigner. Et en plus, j'ai rupture des soins. Quand les soins sont... Le premier truc, la première fois que je suis allée en centre de rééducation, et j'y passe pas ma vie, mais j'y vais souvent, mais j'étais hyper jeune, première discussion entre femmes, qui est-ce qui un tel il se comporte mal, fais attention, un tel en fait tout le monde se comporte mal grosso modo. Oui. Parce que voilà, moi je dis toujours, si je dis qui veut venir m'aider pour retirer de l'argent, je suis en fauteuil roulant, tout le monde veut m'aider. Voilà, quand je dis qui veut m'aider pour me raccompagner à l'hôtel, on me propose des trucs extra. Hein. Tu veux pas que je te fasse un massage, alors il n'y a plus personne qui quitte la chambre. Et c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que c'est une porte ouverte à l'accès à la personne, à sa vulnérabilité. 96% des femmes autistes ont été violées. Ah oui, c'est énorme. 46% avant l'âge de 14 ans. Parce qu'en plus, les femmes autistes ne comprennent pas les codes que vous avez, les messages implicites. Je suis désolée parce que dans ce cas, j'ai du mal à trouver mes mots. Et elles ne savent pas appeler à l'aide. Donc on sait qu'elles vont être tétanisées. Là, c'est même pas une question de sidération, c'est qu'on sait que dans leur fonctionnement, quand on dit tu vois bien qu'il se conduit mal, non, je comprends pas, je vois pas qu'il est menteur, je vois pas. On le sait, 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences. On ne fait rien. Ça a été. Et là, pourtant, les lois, elles y sont, mais c'est l'application, en fait, où qu'il n'y en a pas. Oui. Tout à l'heure, on en parlait il y a des lois pour rendre les outils et les sites publics ou privés accessibles à tous et toutes. Et au final, c'est pas fait, il n'y a pas de sanction. Mais là, c'est exactement pareil pour le cadre des violences. Sur le plan pénal, oui. Et tu vois, par rapport aux aidants, j'ai voulu travailler avec une sénatrice sur un projet de loi pour qu'un aidant qui a été violent, même maltraitant d'ailleurs, n'ait plus le droit d'exercer. Oui. Et non, ça passe pas parce qu'il y a la pression des organismes qui s'occupent de ça, qui disent on n'a déjà pas assez de personnel. Alors, même s'ils ont été violents, ne nous les enlevez pas. Pardon. Donc le type a été violent, il fait de la garde à vue, mais le lendemain, il est placé chez quelqu'un d'autre. Enfin, c'est exactement comme les personnels des écoles. Exactement. Ou des centres aérés. Ils changent de ville. Ou en EHPAD, ils changent de ville. Et ça reporte le problème ailleurs. Alors, en fait. Même pas, parce qu'il y en a plein qui restent, on les laisse. J'ai eu le témoignage il y a quelques mois, et le problème n'est pas résolu. Hein. Une jeune femme m'appelle pour sa fille sur le hashtag #MeTooHandicap. Elle prend contact avec moi, etc., pour me raconter son histoire. Sa sœur a un Alzheimer. Elle est trisomique, mais elle a aussi un Alzheimer. Donc, elle est en milieu... elle est hospitalisée, etc. Son infirmier la viole. La mère porte plainte contre l'hôpital, contre l'infirmier. Ça fait 8 mois. L'infirmier n'a même pas changé d'étage. Il s'occupe toujours de sa sœur. Elle a fait une grève de la faim, elle a tout. On s'en fout. Même l'hôpital n'a pas dit, non, Coco, soit tu n'exerces plus, soit tu es muté, rien. Le type continue d'avoir accès à sa sœur. Enfin, je veux dire, on en est là. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on est en France, en fait. Oui. Je me dis, en France, l'ONU, depuis 2012, épingle la France et dit, c'est juste dramatique, c'est non-assistance à personne en danger. Il y a le défenseur des droits, il y a le commissaire à l'égalité. Tout le monde dénonce ça. Et en fait, il n'y a rien qui est fait, même pas pour protéger. Dernier rapport qui est sorti 27 novembre. Il y a un comité ministériel qui a édité un rapport sur la violence de la part des personnes qui ont autorité sur les personnes vulnérables. Donc là, on est dans le handicap, on est dans la vulnérabilité, etc. Et on parle clairement des violences. Dans le comité, aucun expert en handicap, aucun expert en violence, aucune personne handicapée. C'est impossible. 15 recommandations. Dans les 15 recommandations prioritaires, moi je trouve ça extraordinaire. En stratégie, j'en donne 3, personne les applique. Là, on en a 15. Il n'y a pas la sécurisation de la personne. À aucun moment, on parle de sécurisation. Et par contre, on parle en numéro 3 de la création d'un label pour les organismes. À quel moment, même si on a un tout petit budget, l'urgence, c'est de créer un label et pas de sécuriser ou de protéger les personnes. Autre chose, aucun foyer d'hébergement d'urgence pour les femmes en situation de handicap n'existe. C'est-à-dire n'est adapté, oui, parce que j'allais dire il en existe, mais en fait, il n'est pas adapté. Non, ils ne sont pas adaptés. Et en fait, la problématique, je l'ai vécue 2 fois quand j'ai été victime de violence.
on se retrouve à la rue parce qu'on se dit on ne peut pas vous prendre parce que pénalement, sinon je suis responsable s'il y a un pépin. Comme ils ne sont pas adaptés, c'est eux les responsables. Donc, en fait, c'est de la violence institutionnelle après. Exactement. Si vous êtes seul, que vous n'avez pas d'amis, pas de famille, ou que vous n'avez pas osé en parler, etc., il ne vous reste rien du tout, en fait. Donc, la violence autour du handicap, elle est administrative, elle est financière, elle est professionnelle. Et c'est cette multiplicité des violences qui fait que ça devrait être l'urgence. Parce que 80% en nombre, c'est quand même juste inadmissible, surtout en 2024 et en France, une fois de plus. Et puis parce que voilà, les auteurs sont, ça peut être la famille, ça peut être le compagnon. Moi, le papa de mes 3 enfants, le jour où j'étais en fauteuil, il s'est plus occupé de moi, et un jour il nous a mis dehors, le fauteuil, mes 3 enfants, il a vidé les comptes et ça a été réglé. Voilà, donc elle est partout. On sait que la vulnérabilité et la violence, c'est interdépendant. Et l'autre chose, puisque tu parles de ce sujet des violences qui est très important, même si elle est numérique, on le voit avec le harcèlement sur les réseaux, c'est que la violence crée du handicap. C'est-à-dire que quand moi j'ai des associations contre les violences ou féministes qui me disent les femmes handicapées, c'est pas notre cible, à quel moment une femme qui allait bien dans les violences, une fois qu'elle était victime de violence, que ce soit psychologiquement, que ce soit malheureusement physiquement, il y a une perte d'estime de soi. Ça crée des pathologies presque même. Et on le sait, au niveau psychiatrique, bien sûr, je pense que ça crée des pathologies. Exactement. Donc, une perte de l'estime de soi. La gravité à l'heure actuelle, c'est le fait que le numérique rentre chez la victime. C'est-à-dire qu'avant, il fallait aller chez la victime, donc effectivement, on est un ami, etc. Je ne dis pas que c'était plus difficile, mais là, même si elle est isolée toute seule et que personne ne vient l'embêter, elle ouvre son téléphone, ça lui explose à la figure, et en plus, si elle n'a pas les codes, qu'elle ne comprend pas, etc., elle ne va pas faire la différence entre quelqu'un qui se moque d'elle ou pas, ou en plus, avec l'IA, tous les faux avatars ou personnages qu'on peut se créer, etc., c'est juste catastrophique. Et là, le fait qu'effectivement, la responsabilité, pour moi, elle est collective, parce que quand on crée une appli, même de rencontre, ou si on met pas de modérateur, si on vérifie pas les profils, là, moi, sur Insta, sur mon compte professionnel, Insta arrête pas de me faire sauter mon compte pour nudité. Je suis dans la stratégie, je suis dans la tech, il n'y a pas de photo de nu du tout sur mon compte. Donc moi, je vois qu'on fait sauter des comptes n'importe comment, parce que c'est aléatoire, en fait, leurs algos. Par contre, faire sauter un compte qui rentre chez vous parce que et qu'on a beau l'avoir dénoncé pour nudité, là, par contre, on fait rien. Ça maintient, oui. En parlant d'outils qui essaient de rendre la tech un peu plus inclusive, je vous propose d'écouter Samuel Morales, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a créé une start-up qui s'appelle Startit, et du coup, il nous explique son concept. Alors, je suis Samuel Morales, fondateur de Startit, une entreprise basée sur Ajaccio. Mon objectif, c'est de rendre le numérique accessible à tous. J'ai conçu une solution basée sur l'intelligence artificielle pour simplifier et humaniser l'interaction avec les sites web et toutes les interfaces complexes qui peuvent se trouver sur le web. Mais en gros, la solution que j'ai développée, c'est juste une intelligence artificielle qui agit comme un assistant personnel. En gros, elle permet à une personne d'effectuer des tâches en ligne, comme commander des courses, ou réserver un voyage, ou simplement en exprimant un besoin écrit ou à l'oral, avec une conversation. Okay. Et tout ça, l'IA va l'analyser, elle va prendre en compte ta demande, elle va naviguer sur le site internet concerné et exécuter les actions nécessaires, rendant les interfaces quasi inutiles pour les utilisateurs. C'est comme si tu avais un agent personnel dispo H24 quand tu veux, quoi. Et donc, on lui a posé ensuite la question de savoir comment est-ce que l'idée lui était venue. Et voici sa réponse. Pour te faire simple, je vais te contextualiser le truc. En gros, l'idée, elle m'est venue par 2 expériences que j'ai eues personnellement. Donc, la première, je pense qu'on a tous plus ou moins connu une personne, malheureusement, dans la même situation. Mais ma grand-mère, elle est malvoyante. Et elle a du mal, encore aujourd'hui, à utiliser des interfaces web comme pour faire ses courses. Elle est bloquée au village et elle peut pas se déplacer et elle peut pas faire ses courses en ligne. Tu vois. Et c'est un exemple parmi tant d'autres aujourd'hui. Tu vois.
Et ensuite, la deuxième expérience personnelle, c'est moi-même. J'ai eu un problème de santé il y a 2 ans et demi. Et j'ai pensé ne plus pouvoir jamais coder, tu vois, parce que ça pouvait atteindre des problèmes physiques, mais aussi psychologiques, donc c'était compliqué. Tout ça pour dire que ces situations, elles m'ont marqué, et elles reflètent un problème beaucoup plus large, parce que c'est pas seulement ma grand-mère et moi. Il y a de nombreuses personnes qui se sentent exclues du numérique, entre guillemets, à cause de la complexité des interfaces. Moi, je les appelle les moldus, mais c'est parce que je fais partie de cette nouvelle génération, tu vois. Mais justement, je voulais créer une solution qui rend ces services accessibles à tous, sans frustration et ni dépendance de qui que ce soit ou autre. Donc l'idée de rendre ce web beaucoup plus inclusif, c'est parti de là. C'est simple, hein, c'est juste une interface comme ChatGPT, comme Siri, l'équivalent. Tu communiques avec elle par une conversation écrite ou orale. Et en gros, comme je te l'ai dit, c'est un assistant personnel. Moi, je vois bien cette caricature, on va dire. Elle te permet d'effectuer n'importe quelle tâche. C'est-à-dire, tu veux booker ton vol demain parce que tu es en train de travailler, il est 23h, et tu veux rentrer chez toi. Tu vas pouvoir parler avec l'intelligence artificielle et lui dire, ok, demain, je veux un vol d'Ajaccio pour Paris. Donc, tu peux lui préciser aussi la compagnie aérienne si tu le souhaites. Et tu vas voir qu'elle va ouvrir Air Corse et qu'elle va aller te prendre ton billet pour une personne résident. Et tu auras booké ton billet d'avion en 5 minutes, tout en finissant ton travail de la journée. Moi j'ai une question du coup peut-être pour Marie-Ange. Est-ce que du coup vous qui accompagnez même des personnes dans la création d'entreprise, qu'en plus vous avez l'agrément, c'est un agrément AGFIP, c'est ça? Non, une habilitation. Une habilitation AGFIP. Est-ce que du coup ce ne serait pas les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui créeraient des outils plus inclusifs pour toute la société? On le voit notamment là avec Stéphanie, mais on le voit aussi avec Samuel, qui a eu un handicap à un moment de sa vie. Donc c'est ce que nous expliquait aussi Stéphanie. Est-ce que du coup ça serait pas ça l'avenir, que les personnes en situation de handicap créent eux-mêmes des outils pour tous et toutes? Très certainement. Depuis quelques années maintenant que je travaille moi-même sur cette action et auprès de ces publics, pas plus tard qu'il y a 2 jours, effectivement, c'était une personne qui nous a appelé pour une prise de rendez-vous, alors par le biais d'un interprète, parce que la personne était malentendante, et effectivement, et c'était pas la première d'ailleurs, que l'on a eu avec un projet similaire, qui est malentendante et qui veut développer une activité en tant qu'auto-entrepreneur à destination des personnes malentendantes. Donc effectivement, on observe que ça fonctionne un petit peu en vase clos. Et c'est là où nous, on essaye on essaye parce qu'il y a aussi très honnêtement quelques contraintes réglementaires, mais de faire en sorte que ça ne fonctionne pas en vase clos. Si je dois prendre un exemple, on dispense une formation qui est liée à l'apprentissage des réseaux sociaux pour un entrepreneur. Et dans ce volet-là, sur une formation courte de 2 jours, on apprend aux entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement des publics en situation de handicap, puisque c'est ouvert à tout le monde. Il y a un volet, il y a un module qui est l'accessibilité numérique. C'est qu'à un moment donné, c'est ouvrir aussi le champ des possibles et expliquer que leur cible potentielle, leurs followers, parce que là on parle de réseaux sociaux, leur communauté, ça peut être aussi des personnes en situation de handicap, et qu'à ce moment-là, il faut, encore une fois, aller vers et proposer des outils adéquats. Alors effectivement, pour avoir dispensé maintenant quelques sessions de cette formation-là, je crois que ça fait 2 ans qu'on la déploie, on voit passer les publics, on voit qu'il y a un autre regard qui se pose, effectivement, quand on explique que juste la police
il faut qu'elle change, qu'il faut, je vous ai entendu dire, des sous-titres pour certaines vidéos promotionnelles et qu'il y a un tas de choses à mettre en place avec des outils qui permettent de gagner du temps, qui font que ce n'est pas chronophage, qui non seulement n'impactent pas l'activité de l'entrepreneur, parce que dans le cas de nos publics, c'est souvent des personnes qui sont pluridisciplinaires, qui sont à la gestion, à la prospection et sur le cœur de métier. On a des personnes qui créent seules, donc qui ont rarement une armée derrière elles de salariés pour pouvoir les aider dans tout leur plan de leur activité. Et on explique aussi qu'en termes de démarche RSE, de visibilité, ça apporte un petit plus. Alors, qui ne fait pas que l'entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas, que l'activité est pérenne ou n'est pas pérenne, mais qui le permet au moins de poser un autre regard. Effectivement, pour reprendre ce qui a été dit, c'est là où on se rend compte que la personne en situation de handicap, là où on entend encore tellement, c'est la personne en fauteuil. Pas du tout. Mais non, c'est quoi, 4%? 4%, oui. 4%, je pensais 2%. Donc, que la personne en situation de handicap... En fait, c'est 2%, c'est les personnes 100% en fauteuil. Moi, par exemple, je suis partie des 4% parce que je ne suis pas tout le temps en fauteuil. Bon, merci pour la précision, parce qu'effectivement, elle était sur 2%. Mais effectivement, on doit même travailler sur ces préjugés, sur ces croyances-là, qui sont assez fortes. Et nous, moi, ce que je dis à chaque fois, non, allez dans ma salle d'attente, regardez qui patiente. Vous ne savez pas qui est en situation de handicap et qui ne l'est pas. Je vous mets au défi de trouver qui l'est et qui ne l'est pas. Alors, je rebondis là-dessus parce que, effectivement, c'est compliqué pour les gens de comprendre quand le handicap est invisible, sauf qu'il y a 80% des handicaps invisibles. Donc, ça veut dire que sur 10 personnes, il y en a 8 que vous ne pouvez pas du tout imaginer qu'elles ont un handicap, et puis elles n'ont peut-être pas envie de vous le dire non plus. Moi, pendant des années, pendant toute ma scolarité d'ailleurs, j'ai jamais voulu dire que et puis j'étais c'est un sourde. droit aussi. Donc je regardais les profs et ils me disaient arrêtez de me fixer comme ça. Des fois je me suis retrouvée punie parce qu'on me disait vous avez un regard insolent. Mais en fait c'est juste que je plissais des yeux, j'essayais de comprendre ce qu'ils disaient, mais j'avais honte et je voulais pas dire que je lisais sur leurs lèvres. C'était juste hyper gênant. Donc ça devrait commencer à l'école, en fait, je me dis, cet apprentissage-là. Exact. Alors ça doit commencer à l'école, mais au niveau, je voulais revenir effectivement sur l'entrepreneuriat. Et tu disais tout de suite la Handitech, et est-ce que c'est pas les plus... En fait, forcément, on est les plus pertinents dans les réponses, parce qu'en termes d'usage, on connaît toutes les problématiques. En un seul coup d'œil, on dit là je passe pas, là je passe, là ça va être compliqué. Mais ça sert tout le monde. C'est ça aussi que je voulais dire. En fait, ça pallie à d'autres. Et c'est pour ça que je trouve pas que au handicap. Exactement. Quoi. Et c'est pour ça que je parlais de conception universelle. On fait un site internet, on lance une offre ou une appli. J'ai n'importe quoi, on vend des pizzas. Si l'appli n'est pas utilisable par les gens en situation de handicap, on perd déjà la moitié de ses commandes potentielles. Donc c'est juste du bon sens et c'est même un marché. Parce que pour moi, la handicap, c'est un marché plein d'innovations qui doit être en plein boom et sur lequel on doit vraiment l'aider. Alors que pour l'instant, de où la handicap, c'est le parent pauvre de la tech. Non, ce qu'on fait, c'est hyper utile et en plus, c'est utile à tout le monde parce qu'on peut être ponctuellement, effectivement, en difficulté et qu'il faut absolument le soutenir puisque on a la chance d'être sur une thématique transverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre. On peut tous être en situation de handicap et c'est universel dans tous les pays. Donc, à quel moment on se dit pas à un moment donné, ok, ça fait partie de notre persona. Un coup, il va être debout, un coup, il va être assis, un coup, il n'entend rien parce qu'il allait voir un concert et il a les oreilles bouchées, j'en sais rien. Et ce qui est compliqué, c'est que nous, on a la réponse, mais c'est vraiment de faire passer le message à ceux en fait qui ont les clés, c'est-à-dire ceux qui font la législation et ceux qui ont les finances. À l'heure actuelle, un entrepreneur en situation de handicap, personne ne veut le financer parce qu'on estime qu'il y a un risque. Moi, on m'a dit ah bah oui, mais prenez un homme. Alors déjà, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Pourquoi je suis obligée de prendre un homme ? Je suis entrepreneuse depuis 30 ans. Alors ça, c'est déjà la première claque. La deuxième, on dit, bah oui, mais quand même, vous êtes en situation de handicap. Donc, il y a quand même un risque. Ok, super. Donc, en plus, nous, on a des solutions. Et après, toi, tu cumules les discriminations. Exactement. Et voilà. Donc, nous, on a la réponse. On pourrait... Ou alors, on vous dit, bah oui, mais enfin, on va l'acheter, mais c'est pour donner notre coup de pouce. C'est comme si on nous faisait la charité en disant oui, votre solution, oui, elle est pas mal, mais alors soit on nous la demande gratuitement,
parce qu'on estime que c'est fait par des handicapés ou que ça concerne des handicapés. Donc, à quel moment... même pour les conférences, hein. Moi, combien de fois on me dit, bah oui, mais quand même, c'est sur le handicap. Donc, voilà, vous venez, on vous paye la nuit d'hôtel, le déplacement. Et encore, quand j'y arrive, sinon, on estime que ça doit être gratuit. Comme sur les violences, hein. Les violences faites aux femmes, tu vas, même si tu es expert sur ce sujet-là, on ne te paiera pas comme un autre conférencier. Parce que on estime que voilà, c'est des sujets à impact, donc ça doit être gratuit. C'est sous-estimé, oui. Enfin bon, et ça, c'est hyper violent pour le coup. J'avais envie de demander justement les freins que rencontraient les personnes en situation de handicap dans des projets innovants ou des projets entrepreneuriaux. Est-ce que du coup, le financement en fait partie ? Alors le financement fait partie. Difficile d'y répondre parce qu'il y a quand même même si elle vient de diminuer, une offre financière, une aide financière, mais qui est, voilà, là encore une fois, ça fonctionne en vase clos, qui est financée par l'AGFIP. Il y a quand même pas mal de précautions qui sont faites autour du handicap. C'est une donnée qui est hautement sensible du point de vue de la RGPD. Donc un financeur, quel qu'il soit, ne peut pas juste poser la question de savoir, de connaître le handicap, la nature du handicap, et voire même les antécédents médicaux. Donc là, on voit qu'il y a quand même un changement au niveau des mentalités. Moi, je me suis retrouvée récemment, il y a quelque temps, en banque, intervenir auprès d'un lot de conseillers chargés de clientèle professionnelle, où effectivement, une espèce de satisfaction personnelle de voir que quelques conseillers étaient quand même au fait de ce qu'était une RQTH, une personne en situation de handicap, même une des conseillères qui s'est manifestée en expliquant qu'elle-même était en situation de handicap et reconnue par la MDPH, et on a abordé ensemble, donc c'est du construire ensemble, c'est travailler main dans la main, de comment on aborde effectivement ces publics quand ils se présentent dans le flux de dossiers qui sont susceptibles de se présenter. Donc, il y a quand même un travail de sensibilisation qui est fait. On n'en est qu'au stade de la sensibilisation. Oui, concrètement, exactement, pragmatiquement, moi j'y vais, mon questionnaire santé, il ne marche jamais. Donc je ne passe jamais. Et comment, à quel moment je peux construire un vrai projet? Il y en a qui on va attribuer 50 000, 100 000 euros, et moi systématiquement, que ce soit pour une levée de fonds ou quoi que ce soit, parce que si on parle de la tech, c'est aussi des levées de fonds, et que les fonds soi-disant impact, en fait, vous disent ah ben oui, non, là vous êtes handicapé, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que la handitech, tant qu'on n'aura pas vu le potentiel et la valeur ajoutée, et que c'est un vrai secteur à part entière, c'est pas un parent pauvre, c'est pas oui, mais c'est des handicapés qui essayent de bricoler des solutions pour des handicapés. Enfin, tu parlais tout à l'heure, excuse-moi, des préjugés, des a priori, des jugements de valeur sur le handicap. C'est quand même très présent. Moi, une fois, j'ai pitché et on reviendra d'ailleurs sur le pitch dans la tech et du handicap. C'est pareil, c'est un vrai drame. On vous dit pitcher en 3 minutes. Quand vous avez des problèmes de mémoire, de concentration, d'élocution, etc. Moi, par exemple, au début, on me disait qu'il faut regarder les gens droit dans les yeux. Un autiste ne peut pas regarder les gens dans les yeux, sauf s'il les connaît et qu'il les aime bien. À quel moment je peux faire ça et pourquoi je serais pénalisée parce que j'ai que 3 minutes alors qu'il m'en faut 5? Mais on dit, ah bah oui, mais le format, attention, c'est bien 3 minutes et regarde bien les gens dans les yeux. Et non, c'est juste pas possible. Eh bien, tant pis, c'est comme ça. Et vous n'avez pas expliqué à tout le monde dans la salle que vous ne pouvez pas faire... Vous faites différemment. Et c'est pas pour ça que ça a moins de valeur. Donc, du coup, je me suis perdue sur la handitech, mais je trouve ça vraiment malheureux parce que... Non, mais c'est les freins, hein, en fait. C'est des freins. C'est partie des freins. C'est qu'il y a des personnes qui croient au projet, mais effectivement, après, il y a un cadre réglementaire qui mérite d'être repensé, qui est trop lourd et pas du tout adapté au contexte. On aurait moins d'idées. Pourquoi moi, je prends toujours mon exemple parce que le fait de l'avoir touché du doigt, au moins, quand on me dit on progresse, je prends ma start-up Andy Road, elle existe depuis 2018. Je suis arrivée avec cette start-up sur 114 000 projets au monde. Je suis arrivée 2e après Microsoft. 19 récompenses France, Europe, internationale. Je n'ai pas trouvé un seul fonds pour me financer. Alors, en plus, tu disais, les discriminations se cumulent. 2% seulement des fondatrices dans la tech trouvent du financement. Là, on ne parle même pas handicap. 2% de femmes dans la tech trouvent du financement pour leur projet. Et au niveau handicap, 0. Tout le monde me dit c'est génial, personne ne veut suivre. Personne.
Donc, je veux dire, et ça, c'est un drame. Alors, pas pour mon projet, même s'il pourrait être utile à 25 millions de personnes, mais parce qu'à un moment donné, ne pas le dénoncer, et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des endroits où on se sent libre de parler et de dire les choses, parce qu'il y a plein de mensonges sur le handicap, il y a des inclusive day, il y a des je sais pas quoi, etc. Enfin, qui sont des... Et justement, le Haut Commissariat à l'égalité a dénoncé ça en disant stop le langage, le bullshit par rapport au handicap. Les grosses boîtes ou les petites boîtes qui disent oh regardez, j'ai fait un duo day ou j'ai fait je sais pas quoi. Stop. Enfin, je veux dire, c'est encore plus stigmatisant. C'est comme le Téléthon. Je dirais, regardez, on a pris un petit enfant handicap, on le fait témoigner, c'est génial. Enfin bon, c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Alors il y a un autre truc que je déteste et qui est très violent, les rôles modèles. À quel moment on dit, regardez, nos athlètes paralympiques, ils sont extraordinaires, etc. Celui qui se lève tous les jours, qui se bat contre la douleur, qui doit s'occuper de son enfant handicapé, parce qu'il est aidant, etc. À quel moment il a un tapis rouge et on lui dit bravo? Au contraire, l'employeur lui dit t'es encore en retard, t'as encore été absent, t'as encore besoin parce que t'as des soins à faire et tout, et donc je te vire, grosso modo, ou je te mets inapte, et donc tu te retrouves sur la case inapte. Moi, ça fait 5 ans que je me bats pour pas être reconnue inapte ou en invalidité. Je dis on me dit mais quand même ça serait bien. Non, ça serait pas bien. Enfin, je veux dire donc le handicap, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est un boulevard. Il y a plein de choses extraordinaires. En 2027, celui qui veut se mettre, je lance un message sur l'inclusion numérique, ça va être la conception universelle, ça va être obligatoire, il va gagner des millions, puisqu'on est obligé de tout casser et de recommencer. On ne peut pas adapter, on peut améliorer les outils, mais pas les rendre inclusifs à 100% sans tout casser. Mais c'est un drame et c'est hyper violent parce que sur tous les pans de vie, quels qu'ils soient, on se retrouve à des situations de violence, y compris financières. Stéphanie, tu en parlais. J'aimerais te poser la question maintenant par rapport aux cyberviolences, au harcèlement en ligne, donc le cyberharcèlement. Qu'est-ce que nous dit un peu la loi, les réglementations, les pénalités que les personnes encourent, etc. Est-ce que tu as des données à nous partager? Alors oui, j'ai quelques données concernant la cyberviolence. Donc la cyberviolence, il faut savoir que c'est une forme de cyberharcèlement le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est répété de façon prolongée dans le temps, alors que la cyberviolence, c'est un acte de violence qui peut être isolé. Donc ce sont des actes agressifs perpétrés par une ou plusieurs personnes dans le but de nuire à un individu. Et comme on le disait tout à l'heure, les conséquences peuvent être terribles au niveau psychiatrique, au niveau psychologique. Voilà, on en parle régulièrement, par exemple pour le harcèlement scolaire. C'est un délit pénal, donc il faut le savoir. Donc le cyberharcèlement, c'est imposer de façon répétée donc des propos, des comportements pouvant entraîner une dégradation des conditions de vie. Lorsqu'une personne subit de tels propos ou comportements de la part de plusieurs individus qui se sont concertés sans que chacun d'entre eux agisse de manière répétée, ou lorsqu'une personne subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs individus qui ne sont pas concertés mais qui savent que cette personne a déjà été victime de tels agissements. Par exemple, traiter sur le net quelqu'un de fou, d'handicapé, d'instable, de minable de manière répétée peut être considéré comme du harcèlement moral. Et le fait que ce soit perpétré sur Internet est une circonstance aggravante. Alors, le fait que la personne soit en situation de handicap et que ça soit sur Internet, oui, c'est deux circonstances aggravantes. Deux circonstances aggravantes, oui. Mais tu vois, une fois de plus, je disais tout à l'heure, c'est quand on te reconnaît, parce que par manque de formation, oui, tu vas au commissariat, par exemple comme moi, tes handicaps sont invisibles, tu n'as pas montré ta carte de la RQTH comme quoi tu es à 80%, parce que ça se cumule. Oui, mais c'est pris en J'ai compte pas été par la reconnu, le critère de vulnérabilité n'a pas été retenu. C'est pour ça que je parlais, le problème des sanctions, c'est tant il y a de l'impunité, qu'elles ne sont pas appliquées, soit par manque de formation, parce que la personne ne va pas me faire croire c'est une fausse carte, éprouvez-moi, etc. Non, mais juridiquement, vous êtes qualifié d'handicapé, de personne handicapée, en situation de handicap. Ça n'a pas été retenu. Mais la loi pénale, normalement, elle donc on n'ose plus parler. Après, on dit c'est bon, stop, on arrête d'aller râler, on arrête d'aller... Il y a des recours dans ce genre de circonstances. Alors, il y a des recours, je vais prêcher pour ma paroisse, mais le CDAD organise donc des permanences avocats
dans ces situations-là, si vous êtes victime de violence, de discrimination, peu importe sur Internet ou ailleurs, de maltraitance, comme vous disiez pour les soignants, par rapport aux soignants, aux aidants. Donc, ces permanences avocats, vous avez un avocat qui vous reçoit régulièrement dans toute la Haute-Corse, gratuitement et anonymement. Vous exposez votre problème et on vous conseillera sur les procédures à suivre, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut engager, les preuves que vous pouvez mettre en avant. Et voilà, pour engager une procédure et que ça ne reste pas impuni. Parce que le fait de rester dans le silence, de vous dire j'en ai marre, on ne me reconnaît pas. Au nom de toutes, parce qu'on en a juste. Mais je comprends parce que tout à fait. Vous voyez, même quand on va déposer plainte, déjà quand on nous dit qu'il faut aller faire ceci et cela, vous êtes en état de choc, vous êtes déjà altéré peut-être sur votre fatigabilité, les violences que vous... En situation de vulnérabilité. À quel moment on ne se dit pas, quand la personne va déposer plainte, il faudrait qu'elle ait le droit à un accompagnant, un avocat qui soit formé au handicap. Je pense que ça serait hyper intéressant. Parce qu'on est... moi, mais par même exemple, au niveau quand des j'ai services relu de ma police. plainte 3 ans après, je dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai. La personne, en fait, elle s'en moquait complètement. Elle avait fait ça à l'arrache. C'était même pas représentatif de ce que j'avais dit. Et on n'est pas en capacité, quand on a subi des violences, une fois de plus, même une personne, pas seulement une femme, mais qui a subi de la violence, on sait que son cerveau, il fonctionne plus correctement. Et donc, les lois, c'est bien, mais il faut effectivement les appliquer, mais aussi accompagner les victimes là-dessus, parce que c'est hyper compliqué de faire, même de se montrer. Déjà, oser dire, je suis en situation de handicap. Franchement, c'est compliqué. Qui accompagne les victimes. Et en plus, je suis victime de violence. On sait que c'est la libération. C'est pour ça que l'idée du compte Insta, même si on ne peut pas tout résoudre, mais au moins de se dire, la parole, elle est déposée. C'est des témoignages, soit il faut en parler de toute pas. façon. Mais pour faire bouger ça, il faut qu'on montre à quel point c'est un problème et l'ampleur effectivement que ça a. Moi, c'est pour ça que je disais faire des manifestations contre les violences un peu à droite, un peu à gauche. Là, je reviens de la Principauté de Monaco, qui est un exemple que j'ai trouvé fabuleux. Ils ont réussi à avoir une bannière commune, à faire un événement commun avec les assos, avec les structures, etc., pour montrer l'ampleur des dégâts. Ils ont fait ça sur une semaine. Ils ont tout évoqué, tous les points, etc., tous les maillages. Ils ont pris toutes les parties prenantes et ils ont décidé de dire... On est un collectif, on travaille ensemble, le gouvernement, tout le monde, etc. Parce qu'en plus, tout le monde a des talents différents, il y a des budgets différents. Et en cumulant tout ça, on se retrouve à pouvoir faire une action massive, entre guillemets. Il me semble que maintenant, à l'hôpital, on va pouvoir porter plainte lorsque l'on est victime de violences. Il me semble que c'est à partir du 1er janvier 2025, mais c'est ça ? Une fois de plus, il n'y aura pas d'accompagnant pour les personnes en situation de handicap. Non, mais alors, autant qu'il y a maintenant des référents égalité filles-garçons, des référents harcèlement, il devrait y avoir même des référents handicap. D'autant qu'il n'y a pas de genre et il n'y a pas d'âge pour le handicap. Non, c'est sûr. Donc, à un moment donné, pendant le Covid, ça m'avait hyper énervé. On est tous confinés et les personnes à mobilité réduite encore plus. Et on nous dit, youpi, on a trouvé un truc génial, allez porter plainte dans les pharmacies. À quel moment, quand on est soit séquestré, soit à mobilité réduite et qu'on n'a personne pour nous emmener, on peut aller dans une pharmacie. Enfin, c'est pour ça que le handicap, tu vois, à chaque fois, on vous oublie. Les plaintes en ligne, ça... après, est-ce que c'est accessible ? C'est ça. C'est parce que là, depuis tout à l'heure, on se pose la question de l'accessibilité et de l'inclusion. C'est encore plus vicieux que ça. Je le dis pour l'avoir vécu. Ton agresseur, il vit avec toi ou il t'a séquestré. À quel moment tu vas pouvoir en ligne déposer plainte ? Tu vois, le téléphone, c'est pareil, il te le confisque. Comment je fais ? Donc c'est pour ça que nous, moi j'ai cherché pas mal de relais, comme les bijoux connectés, mais qui sont même un petit carré qu'on peut fixer à la bretelle du soutien-gorge ou quoi, comme ça il ne voit rien, ou n'importe où, pour pouvoir appuyer juste dessus et que ce soit relié à un commissariat, à l'hôpital, aux urgences ou n'importe quoi. Il faut vraiment... la violence, comme le handicap, pour moi, c'est un vrai... Il faut le traiter comme un marché. C'est-à-dire se dire, OK, c'est quoi le client final ? Comment il fonctionne ? Quelles sont ses difficultés pour utiliser la solution, etc. etc. Et tant qu'on traitera ça en disant, OK, c'est de la violence, c'est du handicap, c'est... Voilà. Non, il faut se dire, c'est quoi la problématique ? C'est quoi les utilisateurs ? Quels sont les moyens pour réussir à résoudre cette problématique ? C'est qui les parties prenantes ? Donc effectivement, une personne formée pour traiter les plaintes ou à l'hôpital pour... Pour aider à porter plainte. Moi, combien de fois j'arrive et quand je dis, mais ne serait-ce que la surdité, je dis, je suis désolée, je vais être obligée de vous faire répéter, etc. On ne me croit pas. On dit, vous n'allez pas me faire gober, vous êtes handicapé. Voilà, donc je pense que
si c'est ça, c'est déjà ce pas-là et cette prise de conscience. On va parler justement des solutions. Je vous propose d'écouter encore Sam qui nous parle de ses solutions à lui et de ses publics. Pour moi, la définition d'un moldu, encore, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste la frontière qu'il y a entre deux générations. Nous, on a grandi dans l'IT. Chaque nouveau métier aujourd'hui utilise le web ou des logiciels. Et pour moi, les moldus, c'est ceux qui n'ont pas été élevés et qui n'ont pas maintenu leur veille technologique, qui n'ont pas suivi l'évolution parce qu'ils n'en avaient pas besoin dans leur routine, tu vois. Mais du coup, il y a eu un gap entre l'évolution technologique et la leur. Et aujourd'hui, ils sont complètement perdus sur la génération de documents, tu vois, ou signer un document en ligne. Des fois, tu t'aperçois que c'est trop compliqué pour certains clients. Donc, il y a plein de détails comme ça qui existent et qui peuvent être résolvés par l'intelligence artificielle. Et en gros, les défis sur lesquels ça a été le plus compliqué pour moi, c'est déjà l'intelligence artificielle. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas créé mon modèle. J'utilise un modèle LLM qui existe et d'autres qu'on pourra expliquer plus tard si besoin. Mais les 2 points qui sont remontés, c'est l'accessibilité des sites web, comme tu l'as dit. Il y a de nombreux sites aujourd'hui qui ont différentes interfaces et qui sont pas conçus pour être accessibles. Ce qui complique l'automatisation des tâches. En gros, là, aujourd'hui, comment fonctionne Startit, c'est qu'elle prend des initiatives par elle-même. Si je lui dis je veux une bouteille de Saint-Georges, elle va aller sur n'importe quel site de market en ligne et elle va aller chercher la bouteille de Saint-Georges de 1,5 litre parce que pour elle c'est le plus fréquent. Mais tu vois, elle va passer par la barre de recherche. Elle va prendre cette initiative parce qu'elle comprend le fonctionnement des interfaces. Tu vois. C'est ça qui est excitant et qui est extraordinaire. Je pense que les entreprises technologiques, en tout cas, elles doivent s'engager sur... il y a plusieurs points, il y a plusieurs fronts. Il y a la transparence au niveau de comment expliquer leurs solutions, le fonctionnement et quelles données elles utilisent. Donc globalement, c'est un peu ce qui se passe avec le web depuis des années. Hein. C'est pour ça que la RGPD elle existe. Il y a la conception inclusive qui est importante, c'est-à-dire qu'inclure des utilisateurs aux besoins variés. Dès les premières étapes du développement, il faut que chaque utilisateur soit accompagné avec l'utilisation de ce nouveau logiciel qui rend le web beaucoup plus inclusif. Parce que si tu mets un logiciel à disponibilité mais que tu ne connais pas son existence, ça n'a aucun sens. Et enfin, je pense qu'à terme, tu arrives par l'accessibilité par défaut. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui travaille dans un bureau a ChatGPT. Tu vois, donc l'accessibilité est devenue par défaut. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on avance technologiquement. Donc je pense que c'est ça les différents fronts. C'était nos 2 derniers témoignages de cette table ronde. On va prendre encore une dizaine de minutes pour terminer cet échange. Je vous propose de parler du coup des solutions et des bonnes pratiques. Du coup, Sam nous en parlait un petit peu, de la transparence, des données avec le fameux RGPD, de l'inclusion dès le développement et de l'accessibilité par défaut. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent pallier aux personnes en situation de handicap, également au cyberharcèlement, aux cyberviolences et même on parle de personnes en situation de handicap, mais ça peut être tout public, personnes qui ne savent pas lire ni écrire, les personnes âgées, les personnes en zone blanche, etc., dont on parlait tout à l'heure. Alors moi, je vais prendre la parole sur l'IA et les discriminations, justement. On a un problème majeur, c'est pour ça que j'ai créé un think tank dans lequel, et je ne remercierai jamais assez, mais Microsoft, Content Square, Connexio, qui sont des acteurs clés dans le domaine de l'inclusion, ont accepté de contribuer. Au bout de 3 ans de travail, on va bientôt sortir notre plaidoyer ou notre manifeste. L'idée, c'est que les entreprises s'engagent, de la tech, et même de tout secteur confondu, et pour des questions d'égalité, de lutte contre les discriminations, etc., sur l'IA. Je vais y revenir sur les problématiques liées à l'IA. Et dans un deuxième temps, c'est d'avoir des bonnes pratiques et aussi les outils, entre guillemets, pas forcément labellisés, mais qui nous paraissent être pertinents et adaptés. Pourquoi ? L'intelligence artificielle, c'est l'outil le plus discriminant au monde qui n'ait jamais existé. Pourquoi ? Les IA se nourrissent de données. Qui remplit les données ? 99% des hommes qui vont bien.
qui sont blancs, qui sont habillés de la même manière. Donc on a forcément une problématique dans les données. On parlait du chiffre tout à l'heure des pourcentages de gens en fauteuil. Vous demandez à n'importe quelle IA de vous produire une photo d'une personne handicapée, elle vous met un fauteuil roulant, alors que ce n'est que 4 voire 2% de la population. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont entraîné et nourri les IA, pour eux, une personne handicapée, c'est un fauteuil roulant. Donc ça veut dire que tous 96% des autres handicaps n'apparaîtront jamais. C'est pour ça que je parlais de la disparition de certaines communautés dans les données numériques. La deuxième chose, donc ça, un premier problème, l'absence de représentativité et de participation des personnes en situation de handicap et des femmes, entre autres. Le deuxième problème, ces gens-là, eux-mêmes, ont leur propre biais inconscient. C'est-à-dire que même si on leur disait, voilà, il faut que tu entraînes avec ça, ça et ça, dans leur manière de remplir ou d'entraîner, ils ont leur propre biais. Donc là, on va avoir une deuxième couche de problématique. La troisième couche, c'est que la méthodologie, la technicité de l'IA produit, c'est l'un des rares outils qui produit tout seul du biais dans les algorithmes. Donc on sait qu'ils sont déjà biaisés à la base, mais en plus, elle recrée des biais et des discriminations de manière naturelle. Donc troisième point, catastrophique. Quatrième point, catastrophique. Vous prenez n'importe quel produit dans le marché, voilà, je sais pas, vous faites une recette de gâteau, mais il est toxique ou il vous fait devenir tout rouge, vous allez le corriger, votre recette. Dans la tech, c'est juste miraculeux. Vous pouvez vendre à foison votre solution sans dire, attention, susceptible de contenir des biais ou des discriminations. C'est pour ça que je dis que la responsabilité collective de ce secteur, elle est catastrophique parce que tant qu'eux ne diront pas, je vous disais, il y a tous les acteurs, les incubateurs, les pépinières, tant qu'on ne dira pas, tu construis quelque chose, est-ce que ça, tout le monde pourra l'utiliser ? Ou, en fait, le fondement de ça, c'est est-ce qu'on construit une société de privilèges où seuls quelques-uns peuvent utiliser un outil, ou est-ce qu'on construit, et c'est pour ça que je parle de tech, pour tous, créer par tous, à la fois en termes d'usage et de représentativité et d'accès, que ce soit au financement ou autre. Donc en fait, l'IA, à l'heure actuelle, personne ne parle des discriminations ou des mensonges. L'IA est capable de mentir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Pourquoi ? Et c'est là où le handicap mental va être très très compliqué à gérer. Vous dites, je dois faire un exposé demain, donne-moi 4 bonnes raisons pour que je ne sais pas quoi. L'IA, vous avez dit le nombre 4. Si elle n'en trouve que 3, parce qu'il n'en existe que 3, comme dans le prompt, il y a le chiffre 4, elle va vous bidouiller une 4e. Et si vous n'êtes pas apte à faire la différence, vous aurez foi à votre exercice. Ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que ce n'est qu'un exercice. Mais on se dit que pour des gens qui vont utiliser de manière perverse ou malsaine les IA, ça peut être très, très compliqué et rajouter de la violence à de la violence et de la discrimination à la discrimination. Donc, tant que la tech ne s'engagera pas à corriger les biais, les algorithmes, à dire, OK, dans les IA qu'on entraîne, on parlait de quotas. Je déteste les quotas. On parlait des 6%. Sauf qu'on voit bien que si à un moment donné, que ce soit pour les femmes ou les personnes handicapées, on n'essaye pas d'ouvrir la porte, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un dîner de l'égalité au Sénat. Tout le monde disait il faut plus de femmes dans la tech, il faut plus de femmes dans la tech. Je dis OK, mais on fait quoi ? Et je dis c'est quoi la stratégie ? Il n'y a pas de stratégie. Bon, donc on ne va pas y arriver déjà s'il n'y a pas des plans d'action, s'il n'y a pas des objectifs, s'il n'y a pas des indicateurs. J'ai jamais vu un secteur aussi mal traité pour trouver des solutions. Et c'est surtout que les obstacles à l'égalité, c'est quoi ? C'est les freins, c'est la violence, c'est les discriminations. Donc tant qu'il n'y aura pas d'inclusion et d'inclusivité et qu'on n'effacera pas ça, on ne pourra pas y arriver. Donc parler d'égalité dans la tech, si on ne traite pas les problématiques de discrimination dans le financement ou dans l'usage des outils, on ne pourra pas dire que la tech est égalitaire ou est, une fois de plus, un acteur d'accélération. Donc c'est pour ça que ce qu'on espère avec ce plaidoyer, c'est au moins, mais on n'en est toujours qu'à la prise de conscience, une fois de plus, à chaque fois, c'est des petites choses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas faites dès le début, alors que dans la Constitution des droits de l'homme, et une fois de plus, j'adore le dire, c'est quand même les Corses qui, les premiers, ont donné le droit de vote aux femmes, etc., qui étaient avant-gardistes. À quel moment on ne pourrait pas se dire, en termes d'attractivité, et ça sera notre identité,
pourquoi ne pas créer une bannière où effectivement, nous, parce qu'on a des valeurs de solidarité, d'entraide, etc., pourquoi la tech en Corse, sa bannière, entre guillemets, d'attractivité, ça ne serait pas de dire, nous, justement, on lutte contre ça en priorité, et en plus, la handicap, on en fait un vrai secteur. Parce que pour l'instant, personne n'a envie de se mêler alors que c'est hyper important, et on pourrait être leader sur ces sujets-là, par exemple. Donc moi, je pense qu'il y a un moment donné... c'est soit on s'en occupe, soit on s'en occupe pas. Moi, je préfère les gens qui font rien. Mais c'est du bricolage, on le voit bien. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est des petits porteurs de projets qui, au fur et à mesure, vont trouver des solutions. Personne ne veut les financer, ni le projet, ni le porteur de projet en lui-même. Donc, à un moment donné, face à la violence, qu'elle soit numérique ou pas, est-ce qu'on agit ou est-ce qu'une fois de plus, on dit, OK, on laisse faire les associations. Ah, bravo, c'est génial ce que vous faites. Moi, je trouve ça inadmissible. La responsabilité, c'est en haut qu'elle doit être prise à un moment donné, et de mettre des moyens adaptés. Mais ce que j'allais dire, il faut les fonds aussi qui vont avec. Exactement. Donc, il y a un moment donné, voilà. Et c'est un vrai sujet. C'est pareil. Moi, je parlais de la violence. À quel moment on ne se dit pas, OK, on fait, personne ne s'en occupe non plus, on fait ici à Bastia, à Ajaccio, n'importe où, dans un lieu accessible, en tout cas qu'on rendra accessible, mais on ne se pose pas et on ne dit pas, nous, on fait le sommet de la lutte contre les violences. Et on invite tous les acteurs, toutes les associations à s'entraider, à se soutenir, à faire marcher nos réseaux. On prend des avocats, on prend des gens de la tech pour trouver des solutions. On fait un hackathon, on ne mange pas, on ne dort pas pendant 48 heures jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Mais pourquoi ce n'est pas des secteurs sur lesquels on travaille sérieusement ? Moi, un hackathon sur la violence faite aux femmes, j'en ai jamais vu. Je veux dire, un hackathon, ça ne coûte rien. Moi, je peux faire venir des gens comme Microsoft, comme n'importe qui nous amène des devs, et on dit, nous, dans le bassin méditerranéen, on est capable de se réunir entre femmes ou entre personnes, en tout cas, qui ont envie de résoudre ces problèmes. Donc, c'est pour ça que je trouvais que ce sujet du jour, pour moi, il est fondamental. On est dans une société qui devient ultra-violente à cause des outils, à cause du contexte multicrise, qui fait que tout le monde aussi est à cran. Et on le voit bien en plus, malheureusement, avec les guerres qui se préparent ou qui sont d'ores et déjà sur le bassin méditerranéen. À quel moment on ne se dit pas, au lieu de dire on va fabriquer des drones pour massacrer des populations, moi ce qui m'intéresse, c'est à quel moment les nouvelles technologies, l'innovation peut contribuer, même modestement, mais à résoudre des problématiques humaines, sociétales, fondamentales. Qu'on rencontre au quotidien. Voilà, donc je lance. Celui qui veut me suivra ou pas. Mais avocats, voilà, je trouve ça dommage d'avoir autant d'atouts ici. On a la chance d'avoir des personnalités extraordinaires. Je vois ici, on prend sur des plus fragiles, des enfants, les femmes qui sont toutes seules, isolées. Moi, pendant le confinement, j'ai pris 14 kilos parce qu'on m'a amené des kilos de châtaignes, de charcuterie, alors qu'on n'était que 2. Je disais, mais zut, c'est pas possible, stop, arrêtez. Donc, je me dis... la politique, c'est bien. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans avec les ministres de l'égalité, de la lutte contre les violences, du handicap, etc. Les cabinets interministériels, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas à la société civile, et c'est pour ça que ce genre d'émission, je trouve ça génial, de se dire à un moment donné, OK, il y en a un autre qui l'aura entendu, alors moi, je n'entendrai pas, mais voilà. Et qu'on se dise à quel moment... On va le sous-titrer. Ouais, exactement. Et plutôt que se dire, c'est la guerre des échos, et moi, j'ai une association qui est mieux que... On s'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, créer une dynamique qui est dans ce sens-là. Et je pense qu'ici, on a tous les atouts. Ouais. Je fais du conseil en stratégie, je suis la première à dire, c'est mort, laissez tomber, vous n'y arriverez pas. Si on le fait bien, on a toutes les clés pour y arriver. Et voilà, donc voilà. Moi je lance un appel, on se rejoint quand vous voulez. On a juste besoin d'un lieu, même d'un garage, de n'importe quoi, juste pour se poser, et d'électricité pour recharger les téléphones et les ordinateurs, et de la bonne volonté, et c'est tout. Voilà. Marie-Ange, des solutions ou des bonnes pratiques en termes d'entrepreneuriat, d'inclusion, d'accessibilité ? Les bonnes pratiques, je ne sais pas encore, mais il y a tout à faire, effectivement. La première idée, c'est traiter le problème dans sa globalité et pas pan par pan. C'est-à-dire, si on ne se met pas, alors, en faisant un peu plus court, mais je pense que tout a été dit par Stéphanie, en se mettant pas autour de la table les acteurs de l'insertion, les acteurs de l'entrepreneuriat, les collectivités locales et plus largement les acteurs publics, les financeurs et en premier lieu les usagers
personne en situation de handicap ou pas, juste se mettre dans les baskets de l'autre, voir ce qui se passe, on n'y arrivera pas. L'idée, c'est vraiment de se mettre autour de la table ensemble, dialoguer ensemble et ne pas fonctionner sur travailler... Cloisonner. Merci, cloisonner les choses, parce qu'effectivement, c'est là où on voit, certes, il y a des initiatives qui se créent, qui se lancent, mais c'est jamais assez, ça ne va surtout jamais assez vite. Et il y a une forme d'urgence à traiter, j'ose dire, le problème dans sa globalité. Ouais, des synergies à avoir entre différents pôles, différents organismes, différentes typologies de professionnels. Camille, des solutions, des bonnes pratiques, l'application du droit. Mais c'est toujours compliqué, comme vous disiez, j'imagine, et je peux comprendre la souffrance que ça peut engendrer quand on n'est pas entendu et quand on subit ce genre de violence au quotidien. Après, oui, il faut en parler, il faut mettre en place tous les moyens dont on dispose pour saisir la justice. Et bon, il y en a plein, on peut porter plainte à la gendarmerie, au commissariat le plus proche. Il y a des plateformes en ligne, mais comme vous dites, c'est toujours compliqué. Je ne suis pas sûre que toutes les plateformes soient adaptées au niveau inclusif. Donc les rendre accessibles, oui. Ça serait l'une des bonnes pratiques à avoir. Tout ce qui est Pharos, par exemple, ou e-enfance pour les adolescents qui sont en situation de cyberharcèlement. Voilà, après, il faut saisir les associations. Je sais qu'il y a plein d'associations en Haute-Corse, comme la Corse AVEM ou le CIDFF, exactement, qui peuvent prendre en charge les femmes en situation de handicap et qui peuvent écouter et trouver des solutions avec tous les partenaires dont elles disposent. Voilà. Mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas rester se replier sur soi-même et se dire c'est comme ça, de toute façon ma vie elle est comme ça et ça ne changera pas. Et je pense que vous en êtes la preuve vivante qu'on peut faire changer les choses et que justement il faut créer ce dynamisme-là pour faire évoluer les mentalités, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu du travail ou ensuite dans tous les domaines. Je vous remercie, mesdames, pour votre temps, pour vos informations. 1h30 que nous sommes là, ça a été passionnant. On pourrait encore parler pendant des heures, je le sais, il y a tant de choses à dire. C'est une initiation. J'espère aussi pouvoir refaire un épisode comme celui-ci où on rentre encore plus dans le sujet. Pourquoi pas faire venir des professionnels de l'éducation, d'autres associations dans l'accompagnement des personnes victimes, oui. De nouvelles associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap et de dire voilà les discriminations auxquelles on fait face. Elles sont transversales, on voit qu'on vit les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des professionnels de la tech, comme tu le disais si bien Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire améliorer les choses, voilà, c'est une idée pour la suite. Non, et puis moi j'ai beaucoup apprécié aussi le fait de parler d'urgence. À quel moment, pour moi, c'est un philosophe qui s'appelle Alexandre Julien, qui est en situation de handicap, que j'aime beaucoup, qui dit une société qui ne prend pas soin des plus petits, des plus fragiles, est une société malade. À quel moment on sait que toutes les 10 minutes, il y a une femme assassinée, que 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences au quotidien. 165 000 enfants victimes d'inceste. Je n'osais pas le dire parce que là, je commence à avoir envie de vomir. À quel moment on peut tous les jours se lever et se dire c'est pas grave, je vais faire autre chose, il y a des choses plus urgentes. Et j'ai bien aimé cette prise de conscience aussi. Je pense que tant qu'on n'est pas concerné, c'est peut-être compliqué. Mais moi, je me dis, j'ai une liste de problématiques. Et celle que je vais mettre en premier, c'est quand même des vies humaines qui sont complètement détruites. Si ce n'est pas les femmes, ça va être les enfants autour, etc. Sur les violences, d'ailleurs, 98% des enfants qui ont assisté à de la violence, pas forcément subi, deviendront violents. Ça aussi. À quel moment il n'y a pas de prise en charge pour les enfants. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en tout cas, merci d'avoir eu le courage de parler et de mettre les pieds dans le plat. Je pense que c'est important que cette voix, elle existe, quelle qu'elle soit. Donc merci infiniment. En espérant qu'elle soit entendue. Merci encore et au prochain épisode.